15h, 17h. Le Mac de l'après-midi, Sud Radio. Le Mac de l'après-midi. Marc Leval. Eh bien, merci d'avoir choisi Sud Radio et je vous souhaite la bienvenue l'après-midi avec cette émission, votre émission, le Mac de l'après-midi. Vous avez peut-être entendu Estelle tout à l'heure qui parlait justement des vaccins. Eh bien, ces généralistes qui refusent de proposer ceux qui ont fait l'objet de polémiques, c'est ce que révèle cette fameuse étude réalisée en collaboration avec l'INSERM auprès de 1500 généralistes français. Oui, cette polémique, car tout au long de l'année, il y a des sujets récurrents comme ça qui s'imposent dans l'actualité avec des rebondissements réguliers qui nous laissent, nous, consommateurs, assez perplexes et dubitatifs, surtout lorsque ces sujets parlent de santé publique, de notre santé. Et les vaccins en font partie. La vaccination, d'autant qu'en période estivale, ceux qui ont la chance de pouvoir partir à l'étranger, par exemple, pour un court ou un long séjour, sont souvent abreuvés d'informations toutes plus contradictoires les unes que les autres. Et moi, j'ai dit, j'en ai marre. J'en ai marre. J'aimerais connaître la vérité. J'aimerais qu'on nous dise la vérité. Est-il nécessaire d'être vacciné pour se rendre dans un autre pays? Nous dit-on toute la vérité justement sur ces vaccins que l'on nous suggère ou même qu'on nous impose parfois? Vaccination pour les adultes, mais quid des enfants et des ados? Alors il y a évidemment d'un côté les pro-vaccinations qui affirment que depuis les années 50, la vaccination a permis de faire disparaître de grands fléaux infectieux et de réduire le taux de mortalité, notamment chez les jeunes, ce qui expliquerait que près de 9 personnes sur 10 s'y montrent favorables à ce vaccin. Puis il y a les anti-vaccinations qui revendiquent d'abord le droit au libre choix de la vaccination et qui dénoncent l'incontournable lobby des laboratoires pharmaceutiques de connivence souvent avec les gouvernements successifs. Et ils dénoncent la contre-information, pour ne pas dire la désinformation, pour jouer sur nos peurs et nous culpabiliser encore davantage. Et alors évidemment, ils s'appuient sur des faits, sur notamment les polémiques du vaccin contre la grippe A qui serait à l'origine des cas de narcolepsie, du vaccin Prevnar 13 qui a été suspendu au Japon après le décès de 6 enfants, certaines scléroses en plaques soupçonnées d'être liées à la vaccination contre l'hépatite B ou certaines maladies auto-immunes comme le syndrome de Guillain-Barré dans le cas du vaccin contre la grippe A. Moi j'en ai marre, j'aimerais savoir, parce que du coup on ne sait plus à quel sein se vouer, si vous me permettez l'expression. Autant on a des avis, autant on a leur contraire. Alors à quelques jours peut-être de votre prochain départ en vacances, eh bien qu'est-ce qu'on se pose comme question? Vaccin ou pas vaccin? Mes invités dans un instant, le docteur Marc Vercouter qui est avec nous. Alors lui, autant vous dire qu'il est plutôt contre. Vacciner, dit-il, c'est mettre quelqu'un en danger. On joue avec la peur et la culpabilité des gens. Stéphanie Donzello sera là aussi. Elle est présidente de l'association Prévention Vaccin qui a été créée il n'y a pas très longtemps, en 2014, l'année dernière. Elle aussi est plutôt contre. Véronique Deller sera là, rédactrice en chef de magicmaman.com, qui est un site internet qui parle justement de la vaccination. Est-ce qu'on doit ou pas vacciner nos enfants? Visiblement, elle tranche le pour et le contre. Et puis tout à l'heure, le professeur Olivier Bouchard sera là aussi, président de la Société de médecine des voyages, spécialiste des maladies infectieuses à l'hôpital Avicienne, c'est du côté de Bobigny. Voilà, tout ce beau monde va intervenir, je serai ravi de les accueillir dans quelques instants sur l'antenne de Sud Radio. Dites-nous, vous, pour ou contre la vaccination de vos enfants, et vous, par la même occasion, même si vous partez à l'étranger cet été, quel est votre point de vue et votre position sur la question? Claire vous attend au standard 0826 300 300, c'est la thématique choisie cet après-midi dans le Mac de l'après-midi. Marc Leval. Le Mac de l'après-midi. Sud Radio. Vaccination ou pas vaccination? Voilà la thématique que nous abordons cet après-midi. J'attends votre commentaire si vous le souhaitez, si vous voulez intervenir, interpeller les invités que je vais recevoir au standard 0826 300 300. Le docteur Marc Vercouter est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Je suis ravi que vous soyez là. Merci d'avoir accepté notre invitation. Stéphanie Donzello également, présidente de l'association Prévention Vaccin qui a été créée l'année dernière en 2014 est là aussi. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors, je ne pensais pas, très honnêtement, je ne savais pas, j'avais pas cette information dans cette fameuse étude réalisée en collaboration avec l'INSERM auprès des 1500 généralistes français sur cette thématique de la vaccination. C'est vraiment le pur hasard de faire cette émission aujourd'hui, mais il s'avère que l'information est tombée. Les médecins, certains médecins généralistes refuseraient aujourd'hui de proposer certains vaccins qui font l'objet de différentes polémiques. Docteur Marc Vercouter, c'est déjà une belle avancée, ça? Oui, c'est une étude qui est sortie. Il y a une étude de la DRIS, donc un organisme officiel qui avait étudié un panel de 1500 médecins, qui montrait que la majorité des médecins étaient partisans de la vaccination, mais que 50% d'entre eux émettaient des doutes sur les sources d'informations concernant la politique vaccinale. Un quart des médecins étaient opposés à la vaccination et
enfin un peu moins d'un quart, et un quart des médecins s'interrogeaient sur la vaccination. Donc il y a un scepticisme de plus en plus marqué chez les médecins, semble-t-il. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou pas ? Enfin, c'est une bonne chose, oui, dans la mesure où il faudrait que ce soit accompagné du devoir d'information, et c'est ce qui m'apparaît le plus important, et c'est ce que n'a pas l'air de bien connaître Madame le ministre de la Santé, Madame Touraine, parce que dans un premier temps, quand elle était conseillée au pôle santé du candidat François Hollande, elle se posait des questions sur la vaccination, elle disait qu'il fallait faire des études, qu'il fallait informer les gens. Et puis lorsqu'il y a eu les pétitions du professeur Joyeux, elle a été dire que le professeur Joyeux n'était pas était cancérologue mais n'était pas vaccinologue. Elle n'est rien de tout ça du tout, elle est économiste. Il y a un procès contre lui d'ailleurs. Hein. Oui, mais enfin, vous savez, je souris du procès contre lui. Moi, ça fait 25 ans qu'on me fait ce procès et on me sort les mêmes arguments. Alors, vous savez, je ne remplis pas, je porte atteinte à l'intégrité, à la probité médicale, parce que, en fait, en médecine, et pour le Conseil de l'Ordre, qui, faut-il le rappeler, est né sous le régime de Vichy, a collaboré avec la Gestapo pendant la guerre, et maintenant il colle au labo, rien de plus. C'est un collaborateur, hein, il faut employer les mots qui conviennent, comme on sait par la Cour des comptes depuis septembre 2001 et l'analyse du budget de la sécurité sociale, que la politique du médicament est inféodée au lobby pharmaceutique. De même que la formation et l'information des médecins. Ça, c'est la théorie du complot, hein, c'est-à-dire le fait de dire... Non, je ne suis pas du tout complotiste. Vous savez, le complot, un certain Bush a parlé du complot lui-même, hein, un certain Kissinger aussi, hein, dans les années 70, a dit qu'il y avait trop de monde sur Terre. Moi, je ne pense pas qu'il y ait trop de monde sur Terre. Par contre, il y a de plus en plus de gens qui vivent mal. Le quart-monde est de plus en plus proche de chez nous. Alors, on va demander à Stéphanie Donzello, qui est avec nous également, présidente de cette association qui est toute neuve, l'association Prévention au Vaccin. Alors bon, évidemment, vous allez dans la partie contre, on va dire, c'est la vaccination. D'abord, pourquoi avoir créé cette association toute récente ? Alors déjà, je voudrais apporter une petite nuance, parce qu'à partir du moment où on se pose des questions par rapport à la vaccination, on est tout de suite catalogué de anti. Oui. Donc c'est la case facile, hein, on ne sait pas dans quelle case mettre les gens. Donc vous vous posez des questions, hop, on va vous cataloguer anti-vaccin. Nous, à l'association Prévention Vaccin, on souhaite agir en faveur du respect des droits du patient et de la liberté de choix thérapeutique. Donc, quand on se positionne pour la liberté de choix thérapeutique, on peut ni se positionner pour ou contre. Le choix, il doit revenir au patient après avoir reçu l'information médicale, comme le prévoit la loi. Oui, sauf que la plupart du temps, ceux qui effectivement émettent des doutes ne le font pas. Donc, ça veut dire qu'ils sont plutôt dans la catégorie du contre. Ah bah après, enfin voilà, c'est tellement facile de cataloguer les gens. Moi, je pense que actuellement, on a un gros problème en France. Il faut qu'on agisse, il faut qu'on mette en place d'urgence une politique de santé publique qui vise à réduire massivement le nombre des victimes des vaccins. Parce que ce qu'on se rend compte, c'est que le problème, c'est pas la vaccination, c'est les victimes des vaccins. Les victimes, elles sont toujours niées, elles n'existent pas. Mais si on regarde les notices des vaccins, c'est bien écrit qu'il peut y avoir des effets secondaires suite à la vaccination. Si on regarde dans un pays qui est frontalier à la France, l'Italie, de plus en plus les tribunaux reconnaissent qu'il y a des victimes des vaccinations. Donc on peut plus continuer à nier ces victimes et il faut qu'on agisse dans une politique de santé qui réduise ces victimes. Sur votre site internet, Stéphanie Donzello, au travers de votre association, vous dites que la France c'est le dernier pays européen, l'un des derniers pays européens à maintenir une obligation vaccinale. Tout à fait. Il y a la Belgique avec une obligation de poliomyélite. Il y a aussi l'Italie. Mais alors l'Italie, il y a que certaines régions où il y a des obligations. Il y a aussi des régions où il n'y a pas d'obligation parce qu'il y a des personnes qui ont milité, notamment Giorgio Tremonti, qui lui a perdu 2 enfants suite à la vaccination anti-poliomyélitique et qui a un 3e enfant qui est handicapé. La justice l'a reconnu et dans son État, dans sa région, il y a une levée de l'obligation vaccinale. Ça veut dire qu'on laisse la liberté aux gens de choisir ou non cet acte médical. Oui, vous parlez de l'Allemagne, du Luxembourg également. Il n'y a pas d'obligation non plus. Hein. Ça, ce sont les citoyens qui choisissent. Hein. En Angleterre, il n'y a pas d'obligation non plus. Après, il y a une forte pression sociale, mais c'est pas parce qu'il y a une pression sociale qu'il y a une obligation. Obligation en France, donc ? L'obligation en France, c'est discuté parce qu'on a une loi, on a plusieurs lois d'obligation qui nous disent diphtérie, tétanos, poliomyélite obligatoire.
Oui. Donc vaccination. Et puis on a une loi du 4 mars 2002, la loi dite Kouchner, qui précise bien qu'aucun acte médical ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé du patient. Donc, vaccination étant un acte médical, en tant que patient, on peut dire non, je refuse cet acte médical. Pourquoi le problème, c'est qu'avec la vaccination, ça passe pas, quoi. Avec la vaccination, à partir du moment où on dit non, je ne veux pas, ben alors là, on s'attire toutes les foudres. Oui, sauf qu'aujourd'hui, vous l'avez entendu avec l'étude de l'INSERM, il y a ces fameux médecins généralistes qui disent qu'effectivement, aujourd'hui, ils refusent de procéder à la vaccination en utilisant certains vaccins qui sont, on va dire, dans la controverse, dans la polémique. Donc bon, ça prouve bien qu'il y a une remise en question et c'est plutôt une bonne chose. Professeur Olivier Bouchot, qu'on accueille également sur l'antenne de Sud Radio. Bonjour professeur. Bonjour. Merci d'être là, président de la Société de médecine des voyages, spécialiste des maladies infectieuses à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Vous comprenez cette polémique en France, qui a l'air d'ailleurs d'être une polémique franco-française, puisqu'il y a d'autres pays européens qui n'imposent rien quand on parle de vaccination. Et pourquoi est-ce qu'en France, les choses sont aussi compliquées, à votre avis, professeur ? Alors, à la fois je la comprends, à la fois je ne la comprends pas. C'est-à-dire que si je prends ma casquette d'individu, je peux comprendre, et je me mets évidemment à la place des parents qui ont pu avoir des effets, enfin des parents ou des personnes concernées qui ont pu avoir des problèmes, sachant quand même qu'il faut qu'il soit bien clair que l'imputabilité, c'est-à-dire le lien entre une vaccination et un événement qui peut arriver, est difficile à affirmer et que très souvent ce sont uniquement des coïncidences, et je devrais même dire le plus souvent ce sont uniquement des coïncidences. Là vous allez faire bondir déjà, parce que certains parlent de choses avérées et prouvées. Oui, j'aimerais bien réagir par rapport à... Attendez, Stéphanie, juste un instant, on laisse le professeur Bouchot parler, puis après ensuite vous pourrez enchaîner. Je ne nie pas que ponctuellement il puisse y avoir d'authentiques effets secondaires directement liés à un acte vaccinal, mais au même titre que, et on en parle beaucoup moins, quand on prend un médicament, n'importe lequel, même le mieux toléré du monde, il y a une espèce de bruit de fond d'effets secondaires graves, je ne parle pas d'une petite nausée à droite ou à gauche, je parle d'effets secondaires graves, y compris pour des médicaments extrêmement banals, qui est à peu près de l'ordre de 1 pour 100 000. Et donc je ne comprends pas bien pourquoi on accepte ce risque d'effets secondaires graves, très rare, rarissime, pour des médicaments, et qu'on ne l'accepterait pas pour des vaccins, alors que de l'autre côté, c'est-à-dire sur le versant santé publique, le bénéfice des vaccins est considérable. Oui. Et s'il y a un contrôle des maladies infectieuses dans le monde, et évidemment dans les pays européens, c'est quand même en grande partie, je ne dirais pas exclusivement évidemment, mais en grande partie à la vaccination. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, professeur, que en tout cas pour ceux qui sont pour la vaccination, disent que depuis 50 ans, la vaccination en France a permis de faire disparaître certains grands fléaux infectieux et puis de réduire évidemment le taux de mortalité, notamment chez les plus jeunes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, près de 9 personnes sur 10 se montrent favorables à la vaccination. Donc vous voyez que vous expliquez effectivement, si j'ai bien compris, que même il peut y avoir évidemment des situations beaucoup plus compliquées avec des patients qui réagissent mal au vaccin, la grande majorité pour vous trouve un aspect bénéfique à ces vaccins. Ça me paraît une évidence, et je pense que même les associations qui pédalent un petit peu contre les vaccinations, à part les extrémistes, reconnaissent le bien fondé global de la vaccination. La polémique sur le vaccin contre le papillomavirus, c'est exactement du même ordre. Le bénéfice global de la vaccination contre le papillomavirus est immense pour les femmes, pour les hommes. Alors, c'est une contre-vérité ce que vous émettez. Docteur Marc Vercouter, dites-nous. On saura que dans une trentaine d'années, si ce vaccin est efficace ou pas. Ce que l'on sait par contre, c'est que dans les pays nordiques où on a fait le dépistage systématique et le frottis, il y a une chute de 80% de la fréquence des cancers du col de l'utérus. Par contre, on observe avec ce vaccin présumé contre le cancer, qui n'est pas contre le cancer du col, qui est contre les papillomavirus, qui va créer des pressions de sélection avec de nouveaux virus beaucoup plus virulents, et donc on commence à observer dans certaines populations une augmentation des cancers du col de l'utérus. Mais d'autre part, on observe comme complication des aménorrhées à l'âge de 16 ans. On a observé également de l'ADN viral dans des tumeurs de personnes qui avaient été vaccinées et qui sont tombées malades.
Alors ça, c'est quand même très inquiétant. Et d'autre part, je pense qu'il est important de rappeler que pour le vaccin contre l'hépatite B, une note interne de Pasteur-Mérieux disait « Dans le domaine des vaccinations, les adolescents sont un segment très porteur. Il faut dramatiser, faire peur avec la maladie. » Et un confrère médecin qui s'appelle le docteur Lacoste de Pau se permettait de dire concernant le vaccin contre le cancer du col, entre guillemets contre le cancer du col, contre les papillomavirus, il disait qu'il fallait, les gens n'étaient pas sensibles aux arguments scientifiques, mais aux arguments moraux. Sous-entendu, il faut faire peur, il faut dramatiser, il faut faire peur avec la maladie. Oui, c'est ça, vous parlez. C'est absolument inadmissible ce genre de propos. Et ça ne correspond à aucune éthique. Alors d'autre part, certes, la vaccination semble avoir permis de réduire beaucoup de choses, mais attribuer essentiellement à la vaccination les bienfaits sur la santé publique, je conseillerais à mon confrère de lire le dernier livre du docteur Michel Georget, enfin pas du docteur, pardon, du biologiste, professeur de biologie Michel Georget, l'apport des vaccinations à la santé publique. Alors, la réalité derrière le mythe. Docteur. Parce que c'est surtout le progrès de l'hygiène et l'assainissement des eaux qui a permis l'amélioration, la réduction de certaines maladies. Docteur Vercouter, attendez. Mais on a l'exemple de la rougeole. On a vacciné beaucoup contre la rougeole. On a commencé par le faire aux États-Unis. En 95, on avait une réduction considérable de la rougeole et tout d'un coup, 93 à 95, il y a eu 18 fois plus d'épidémies de rougeole aux États-Unis qu'avant que les vaccinations ne commencent. Oui, la rougeole qui tue près d'1 million d'enfants chaque année. Comment ? La rougeole qui tue près d'1 million d'enfants chaque année. Oui, non, attendez, est-ce que c'est la rougeole ? C'est dans quel pays ? C'est pas en Europe, c'est en Afrique. Alors, est-ce que c'est la rougeole en Afrique ou la dénutrition ? Ouais, ça c'est effectivement. Alors, on va. On peut toujours. Alors, attendez. De donner tout au bénéfice de la vaccination et d'écarter le reste. Alors on va demander juste, attendez, docteur Vercouter, il faut qu'on marque une toute petite pause parce que la pub nous impose évidemment cela. Professeur Bouchot, reste avec nous s'il vous plaît pour que vous puissiez répondre évidemment à ce que disait le docteur Vercouter. Et puis Stéphanie Donzello reste là aussi, présidente de l'association Prévention Vaccin, avec nous sur Sud Radio pour ou contre la vaccination. Et puis on se posera surtout la question de savoir si dans les prochaines semaine, vous allez partir à l'étranger. Qu'est-ce qu'on fait du coup ? Est-ce qu'on se vaccine ou pas ? Est-ce que lorsqu'on va dans certains pays, il y a une nécessité absolue d'aller se faire vacciner avant de partir ? Voyons cela, à tout de suite. Le Mac de l'après-midi, Sud Radio. Marc Leval. Continuons à parler de cette thématique sur la vaccination. Beaucoup se posent la question, et moi le premier, c'est vrai, vous partez peut-être à l'étranger dans les prochains jours, les prochaines semaines. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on se fait vacciner ou pas ? Est-ce qu'on doit avoir peur des effets secondaires, voire même plus ? Les chiffres sont assez controversés. Mes invités pour en parler, docteur Marc Vercouter qui est avec nous, également Stéphanie Donzello qui est la présidente de l'association Prévention Vaccin, et puis le professeur Olivier Bouchot qui est président de la Société de médecine des voyages, à qui je vais laisser la parole parce que évidemment il y a eu le petit monologue du docteur Vercouter tout à l'heure, très instructif d'ailleurs. Qu'est-ce que vous répondez justement à votre confrère, professeur ? Écoutez, je répondrai, et moi j'ai aucun plaisir pour la polémique agressive. On est d'accord. Je pense que ce genre de débat peut être serein. Je suis tout prêt à comprendre les positions de chacun, mais il faut qu'on puisse débattre et sur des bases à peu près saines. Je n'ai jamais dit que la vaccination avait réglé tous les problèmes des maladies infectieuses. Ce que je dis, c'est que la vaccination, et quand je dis, moi je ne suis qu'un modeste médecin, je suis pas le seul à le penser, il y a quand même énormément d'observations et d'études qui montrent que la vaccination à une certaine échelle a comme un effet bénéfique considérable sur la population. Et quand on regarde la rougeole, en l'espace de 10 ans, le nombre de cas de rougeole s'est considérablement effondré proportionnellement à l'augmentation de la couverture vaccinale. Alors évidemment, là je parle de l'Afrique, je parle pas des pays européens, et avec un nombre de morts qui s'est considérablement effondré. Alors après, on peut toujours contester, on peut toujours dire, quand vous dites qu'il y a X centaines de milliers ou de millions de personnes qui font des rougeoles, en fait, sont pas des rougeoles, ou quand ils sont morts, ils sont pas morts de la rougeole, on peut toujours tout contester, mais si on conteste tout, c'est pas la peine d'avoir un débat. Stéphanie Donzello. Justement, moi je voudrais réagir par rapport à ce que disait le docteur Olivier Bouchard. Il nous parlait qu'on ne voit pas refuser des médicaments, mais je rappelle qu'en France, il n'y a aucun médicament qui est obligatoire. Il n'y a que les vaccins qui sont obligatoires.
Et quand bien même il y a certains parents qui oseraient dire non, on ne veut pas vacciner nos enfants, ces parents-là, ils se retrouvent traînés en justice, sachant qu'il y a pourtant des lois qui les protègent. Ensuite, on peut parler de l'anesthésie. Quand on fait une anesthésie ou une péridurale, l'anesthésiste, il prévient ses patients sur les risques des effets secondaires que peuvent induire cet acte médical. Pour la vaccination, les médecins, ils ferment leur bouche, il n'y a rien, tout va bien, vaccinez-vous. Ensuite, on peut parler de la sous-notification de la pharmacovigilance. Selon le service de pharmacovigilance clinique de la région de Tours, seulement 1 à 10% des cas d'effets indésirables graves sont notifiés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a 90% des cas d'effets indésirables graves qui ne sont pas notifiés. Donc on dit tout va bien, non, tout ne va pas bien. Là, je pense pas qu'il soit dit que tout va bien. Je pense pas qu'on en soit là. Mais en revanche, moi, je suis assez dubitatif sur le fait que les médecins n'informent pas des effets secondaires. Moi, j'ai toujours entendu. Ce que je voudrais demander, certains médecins me dire. Olivier, je pourrais demander à Olivier au professeur Bouchot. Au professeur Bouchot qui nous parle de l'article 26 de la loi du 4 mars 2002. Est-ce qu'il est au courant de cet article-là? Oui, vous êtes sûr que c'est l'article 26, c'est l'article L1111-4 du Code de santé publique qui dit qu'aucun acte médical ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé du patient. C'est ça, non? Je ne parle pas de cet article-là. Je parle de l'article 26 du 4 mars 2002. Qui dit quoi? Qui demande aux membres des professions médicales qui ont des liens avec des entreprises et des établissements produisant ou exploitant des produits de santé de déclarer leurs liens d'intérêt lorsqu'ils s'expriment en public. Moi, actuellement, là, je vois monsieur le professeur Bouchard qui s'exprime. Il a rien dit, pourtant c'est dans la loi. Alors, donc, professeur, est-ce qu'il pourrait bien nous parler de ses liens d'intérêt? Encore une fois, je voudrais pas qu'on fasse un procès. Il n'était pas question, évidemment, de dire. C'est pas une question de procès. Faites un procès d'intention, là. Non, pas du tout, monsieur. La loi précise bien qu'un médecin, quand il prend la parole en public et qu'il vante un produit, là, il nous a parlé du Gardasil, d'autres vaccins, il doit déclarer ses liens d'intérêt. C'est pas moi qui le dis, c'est la loi. Oui, professeur Bouchot. Ça me gêne pas de déclarer mes liens d'intérêt. Il est évident que j'ai des contacts avec les laboratoires. Quand on fait de la recherche, on ne peut pas ne pas en avoir. Mais vous avez aussi des liens d'intérêt. Le fait que vous militiez dans une association est un lien d'intérêt et ça vous donne droit également à la parole. Moi, selon la loi, je suis pas censé déclarer mes liens d'intérêt, monsieur. Et c'est bien ça le problème, c'est que dès qu'on met les médecins devant leurs responsabilités, quand on leur demande de respecter le code de déontologie, d'informer leurs patients sur leur état de santé, d'informer les patients sur l'acte médical qu'ils proposent, ils ne le font pas. Mais déjà la base, déclarer vos liens d'intérêt, déjà vous le prenez pas bien, monsieur. Donc on peut se dire que dans la continuité du reste, est-ce que vous exercez votre profession correctement? C'est-à-dire que le fait de ne pas le dire entretient une certaine polémique, peut-être, professeur Bouchot. Nous le disons maintenant systématiquement quand on fait une présentation dans un congrès, et a fortiori quand c'est un congrès qui fait ce qu'on appelle le développement professionnel continu, on est tenu de faire une première diapositive où on cite nos liens d'intérêt. Alors 30 secondes. Et maintenant c'est systématique. Docteur Vercouter. Pas seulement quand vous vous exprimez dans les congrès, quand vous vous exprimez dans les médias. Oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous parlez à des millions de personnes. Il faut quand même que ces gens-là ils sachent. Est-ce que vous avez des liens d'intérêt avec ces laboratoires, monsieur? Professeur. Vous voulez que je vous réponde là maintenant? Ah bah oui, comme ça les gens ils vont être à même de savoir si vous avez des liens d'intérêt ou non. Vous vous exprimez publiquement, vous devez répondre. Mais j'ai évidemment des contacts avec différents laboratoires pharmaceutiques, à la fois dans le domaine du VIH et à la fois dans le domaine des vaccinations. C'est une évidence, mais comme tout médecin, et notamment non, comme tout médecin, monsieur. Non, tout le monde n'a pas de lien d'intérêt. Laissez-moi parler. Comme tout médecin hospitalo-universitaire, à partir du moment où je fais de la recherche, je ne peux pas ne pas avoir de lien avec l'industrie pharmaceutique. Mais en plus, c'est un faux débat, parce que si vous saviez quelle méfiance nous-mêmes on a vis-à-vis des laboratoires, et quelles précautions on prend vis-à-vis des laboratoires, y compris quand on travaille avec eux dans le domaine de la recherche, vous seriez un petit peu plus convaincu de la méfiance qu'on peut avoir vis-à-vis de certains laboratoires et des précautions qu'on prend vis-à-vis d'eux. Donc ne partez pas du principe qu'à partir du moment où on fait de la recherche, on est forcément pieds et poings liés vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique. Oui, ce que dénonce en fait Stéphanie Donzello, c'est cette connivence qu'il pourrait y avoir entre les laboratoires et les praticiens. Voilà.
Oui, mais c'est une connivence. Évidemment que ça peut exister. Mais il y a une période où certains médecins étaient assez copieusement arrosés par les laboratoires. Maintenant, c'est extrêmement contrôlé et extrêmement surveillé. Je peux pas vous dire que ça n'existe plus, mais c'est vraiment à la marge. Bon. Parlez d'Infovac, si vous permettez. Très vite. Infovac a été financé par la Fondation Mérieux. Qu'est-ce que c'est Infovac ? Qu'est-ce que c'est Infovac ? Infovac, c'est une association de médecins indépendants, nous dit-on, qui informe les médecins sur la vaccination. Oui. Alors, vous avez eu d'abord la chaire de vaccinologie qui a été créée à Genève et qui est présidée par le professeur Anne-Claire Sigrist et qui a été donc financée par la Fondation Mérieux, c'est-à-dire les laboratoires Glaxo, Sanofi, Pfizer, etc. Et vous avez Infovac France, qui est né en 2003, avec à sa tête les professeurs Fleuret, Autran qui vient dire, par exemple, Madame le professeur Autran du comité technique des vaccinations, qui a dit lors d'une audition au Sénat que la sclérose en plaques c'était un mal franco-français, ce qui n'est pas tout à fait le cas, puisque dans les autres pays européens, on assiste à une augmentation de fréquence des scléroses en plaques du même ordre qu'en France, et comme par hasard, à partir de 94. Bon, et des études ont été faites notamment par le docteur Le Wezek et d'autres études scientifiques qui ont montré qu'il y avait bien une augmentation de l'incidence de sclérose en plaques à la suite de la campagne massive de vaccination. Non, mais ça je ne peux pas vous laisser dire ça, c'est une contre-vérité. Alors, un mot, attendez. C'est pas une contre-vérité. Alors, Marc Vercouter, permettez-moi juste de marquer une pause, on va dire dans l'atmosphère, et puis on laissera évidemment ensuite la parole au professeur Bouchot qui veut revenir sur les propos du docteur Vercouter. À tout de suite. Le Mac de l'après-midi, Sud Radio. Revenons à notre thématique sur l'antenne de Sud Radio, la vaccination. Et puis je voudrais quand même qu'on parle aussi de la vaccination pour les départs en vacances, pour ceux qui prévoient de partir à l'étranger. Et le professeur Bouchot sera là pour nous dire s'il faut ou pas et comment faire, comment être sûr. Surtout, on va accueillir aussi Véronique Deller qui est avec nous. Bonjour Véronique. Bonjour. Vous suivez attentivement ce débat ? Je suis attentivement ce débat très véhément. Oui. En effet, ouais. Vous êtes rédactrice en chef de Magique Maman, parce que les bébés, là aussi, est-ce qu'il faut vacciner, est-ce qu'il faut pas vacciner ? Vous avez consacré un dossier complet, d'ailleurs, beaucoup sur cette question, en interrogeant certains confrères, et notamment le docteur Gérard Salès, c'est ça, médecin généraliste, qui a répondu à votre question. Faut-il ou pas vacciner ? On verra ça dans un instant. Mais je voulais, bien sûr, qu'on laisse la parole au professeur Olivier Bouchot, pour qu'il puisse répondre aux injonctions du docteur Vercouter. Professeur. Oui, non, ce que je voulais juste dire, c'est que sur le débat sclérose en plaques, hépatite B, oui. Il y a eu un certain nombre d'études qui ont été faites, certaines spontanément par des chercheurs et d'autres sollicitées par les autorités sanitaires, toutes, sauf une, conclut à l'absence de lien statistique entre sclérose en plaques et vaccination contre l'hépatite B. Et celle qui concluait à un lien a été très critiquée. Alors moi, j'ai pas la compétence pour pouvoir le dire moi-même, mais a été très critiquée d'un point de vue méthodologique. Notamment en partie parce que c'était une étude rétrospective, c'est-à-dire qu'on prenait après coup, si je puis dire, les cas qui étaient observés. Et en fait, ce qui se passe dans le lien qui avait été avancé, c'est qu'il y a une coïncidence entre, d'une part, un pic de fréquence de l'émergence de la sclérose en plaques, notamment chez les femmes jeunes, parce que c'est comme ça qu'est l'épidémiologie de la sclérose en plaques, et puis le fait que c'est à cette période-là qu'on fait les vaccinations. Alors, encore une fois, je ne nie pas qu'il puisse y avoir de temps en temps, mais c'est extrêmement rare, un vrai lien entre des événements qui sont parfois graves et la vaccination, mais globalement, d'un point de vue de santé publique, on est bénéficiaire. Et le fait que la vaccination a été suspendue chez les adolescents, et je dis très clairement que notre ministre Kouchner de l'époque a probablement pas eu assez de courage pour maintenir le cap alors que les études montraient l'absence de lien, fait que tous les ans en France,
il y a des centaines, voire des milliers de personnes qui sont infectées contre l'hépatite B avec une gravité que personne ne peut nier. Et donc, on est en santé publique dans une... Monsieur, vous exagérez. Et mais vous oubliez une chose, on est passé de 20 000 scléroses en plaques en 1994 à 83 000 en 2006. C'est pas une coïncidence, ça. Vous voudriez me faire croire qu'il fait 40 degrés dans une pièce, c'est le thermomètre qui est responsable de la température. Bon, j'aimerais parler d'autre chose qui est important sur le fond des vaccinations. Il y a une étude qui a été réalisée en 83 par Heil et Manhalter en Autriche et qui a été publiée dans le New England Journal of Medicine. Donc il y a des sources avec un comité de lecture, comme on dit sur le plan médical. Cette étude a pris une vingtaine de personnes en parfaite santé de 20 à 50 ans. On a fait un dosage des sous-types lymphocytaires. On leur a fait le vaccin antitétanique et tous les jours, on a étudié chez eux le rapport T4-T8. Chez tous, il y a eu une chute du rapport T4-T8. À tel point que chez 3 à 4 d'entre eux, il y avait une chute tellement importante qu'on pouvait craindre la survenue d'un processus type SIDA. Heureusement, au bout de 6 semaines, de 4 à 6 semaines, tout s'est normalisé. Mais ça a été fait avec le vaccin antitétanique et ça a été reproduit ensuite avec le vaccin diphtérie, tétanos, coqueluche, polio. Bon, c'est important de le dire. Et personne n'en a parlé en dehors du New England Journal of Medicine. C'est quand même inquiétant. Non mais excusez-moi, mais vous mélangez absolument tout. Le sida n'a absolument rien à voir là-dedans. Et quand on fait une vaccination... Et l'immunité n'a rien à voir dans la vaccination, c'est Docteur Vercouter, un instant. Allez-y, professeur Bouchot. Quand on fait une vaccination et qu'on stimule l'immunité, puisque c'est effectivement le but du jeu, évidemment, il va y avoir des modifications des cellules immunitaires. Mais si vous faites une maladie X, à commencer par une bête grippe ou un bête rhume, vous allez avoir aussi des modifications des cellules et des concentrations des cellules de l'immunité. Et pour autant, personne n'en fait un tel cas. Une vaccination ne fait que mimer une infection naturelle. Oui, ça mime. Pour les gens qui se tapent une sclérose en plaques, c'est sûr que ça mime. Pour les cas d'encéphalite post-vaccinale, c'est sûr que c'est un mime. Oui, mais c'est ce qu'on appelle aussi le mimétisme sur le plan moléculaire. Bon, alors on va pas rentrer dans un débat technique parce qu'effectivement après c'est une discussion entre professionnels de santé et là évidemment ça devient juste compliqué. Mais je voudrais quand même, professeur Bouchot, puisque vous êtes le président de la Société de médecine des voyages, qu'est-ce qu'on fait ? On part à l'étranger, on vaccine ou pas ? Alors oui et non, c'est-à-dire qu'il y a des situations où il y a des indications à être vacciné et d'autres situations où il n'y a pas d'indication. Alors il faudrait que vous me... Quel pays par exemple ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors évidemment, on a tout de suite, on pense à l'Afrique par exemple. Est-ce qu'il y a une obligation de vaccination ? Alors dans certains pays d'Afrique, il y a effectivement une obligation vaccinale pour la vaccination contre la fièvre jaune. Alors c'est une obligation relative puisque d'abord personne ne vous oblige à aller dans tel ou tel pays et c'est une obligation par le règlement sanitaire international dont l'objectif est surtout d'éviter que le virus de la fièvre jaune ne circule. Alors ça vous allez déjà faire bondir le docteur Vercouter qui en préparant l'émission m'a parlé de la fièvre jaune. Alors là, bon, vous voulez dire un mot peut-être docteur sur la fièvre jaune ? Oui, en 2012, par exemple, pourquoi la FDA a-t-elle adressé une lettre d'avertissement à Sanofi Pasteur à la suite de la découverte lors d'inspection de nombreuses failles par rapport à la sécurité vaccinale dans les usines de production en France et au Canada ? Pourquoi, par ailleurs, a-t-on, par exemple, dans le cas de la fièvre jaune, en Afrique, un journaliste de la BBC a été vacciné et il a fait une forme d'encéphalite dans les quelques heures qui ont suivi. Il est monté à plus de 40 de fièvre, ça a duré pendant 15 jours, 3 semaines et ça a abouti à un délire qui est apparu au bout de 8 jours. Il se prenait pour le Christ. Bon, enfin bref. Non, mais ce que va vous dire le professeur Bouchot, c'est qu'encore une fois, évidemment qu'il n'y a pas un 100% de réussite. Il peut y avoir des cas particuliers, hélas. Mais dans la grande majorité, visiblement, ça soigne. Attendez. Ce qui est important de dire, c'est que pour cette personne, l'épouse de ce journaliste, qui est productrice de télé à la télé danoise, s'est renseignée auprès de Sanofi Pasteur. Elle leur a posé la question. Non, on n'a jamais vu de cas. 1 an plus tard,
Ça n'existe pas. 1 an plus tard, ils ont reconnu, oh oui, il y en a un peu moins de 10 cas. Et dans la foulée, l'OMS à Uppsala reconnaissait qu'il y avait eu au moins 400 cas de délire après le vaccin contre la fièvre jaune. Mais d'autre part, il y a une autre étude qui a été réalisée. Alors là, c'est extraordinaire, qui a montré que le bénéfice-risque de la vaccination contre la fièvre jaune en Amérique du Sud, et on n'est pas certain du tout qu'il soit positif, dans la mesure où il y aurait davantage d'accidents, de fièvre jaune, et la létalité serait plus élevée chez les gens vaccinés que chez les gens qui ne le sont pas. Et alors vous voyez, c'est là, docteur, merci docteur Vercouter et professeur Bouchot, c'est là où c'est exaspérant pour les gens comme moi, voilà, qui écoutent la radio et qui se disent qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on vaccine ? Certains dénoncent avec évidemment des statistiques, avec des chiffres, avec des situations, avec des gens qui... Il y a de la prévention, il faudrait insister sur la prévention. Mais voilà, alors on va marquer une petite pause. Professeur Bouchot, vous pouvez encore rester un peu avec nous, s'il vous plaît ? Je peux. Ah, merci infiniment. Et puis Véronique Deller, pardon, mais vous allez intervenir aussi dans un instant. Stéphanie Donzello pour l'association Prévention Vaccin, et puis le docteur Vercouter. J'aimerais bien qu'à un moment donné, moi consommateur, même avec mes enfants, j'aimerais qu'on me dise qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Stop à la langue de bois. Dites-nous véritablement ce qui est une conséquence des vaccins. Est-ce que on est sûr à 100% que tout se passe bien avec ces vaccins? Le Mac de l'après-midi. Le Mac de l'après-midi. Sud Radio. Le professeur Olivier Bouchot est avec nous, président de la Société de médecins des voyages. Véronique Deller également, rédactrice en chef du site magiquemaman.com. Et puis Stéphanie Donzello, présidente de l'association Prévention Vaccin. Vous êtes très silencieuse, Stéphanie, mais vous écoutez attentivement, j'imagine. Ah j'ai écouté, j'allais pas couper la parole à ces chers médecins, mais moi je trouve qu'il y a un raccourci qui est vite pris, c'est qu'on dit hop allez on se vaccine, on est protégé, mais vacciner ne veut pas dire protéger quoi. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui c'est ce raccourci qui est fait, mais on pourrait peut-être opter pour une politique de santé de bien vérifier que chaque personne qui est vaccinée est protégée quoi. Ouais. Actuellement il n'y a aucun titrage des anticorps qui est fait ni avant la vaccination ni après la vaccination, aucune alors c'est quoi? C'est un manque de contre-indication. C'est quoi? C'est un manque d'information, de contrôle, d'analyse, de... Non mais c'est le code de déontologie qui n'est tout simplement pas respecté. Ouais. Le médecin doit s'assurer que l'état de santé de son patient supporte l'acte médical qu'il va proposer. Donc si le médecin déjà n'informe pas son patient, si le médecin ne recherche pas de contre-indication, le code de déontologie n'est pas respecté, donc le médecin ne fait pas son travail. Alors Véronique Deller du site... Excusez-moi de vous couper, mais enfin je ne peux pas ne pas réagir à ça. Vous pouvez pas dire comme ça globalement devant un certain nombre de centaines de milliers d'auditeurs que tous les médecins ne font pas leur travail et qu'aucun médecin ne pose des questions relatives aux contre-indications. Tous les médecins. La majorité, monsieur, vous pouvez pas nier que la majorité des médecins ne parlent pas des effets secondaires ou des contre-indications à la vaccination. Alors actuellement, on se retrouve depuis 2008 avec une indisponibilité du seul vaccin obligatoire, le DT polio. Depuis janvier 2015, tous les vaccins sont en rupture de stock. Le seul vaccin qui est disponible, c'est l'Infanrix-Hexa, monsieur. Vous le savez très bien. Et que font les médecins? Eh ben, les médecins, la plupart, ils prescrivent à leurs patients l'Infanrix-Hexa, le Prevnar. L'Infanrix-Hexa, c'est un DT polio, hémophilus, coqueluche, hépatite B. Et on le couple avec un Prevnar 13, ça fait combien de souches ça fait beaucoup de souches, ça fait au moins 20 souches, ça fait au moins 20 vaccins injectés en même temps à un petit enfant. Et si on lit la notice du Prevnar, c'est écrit que l'analyse des taux de déclaration depuis la commercialisation suggère un risque potentiel accru de convulsions, accompagné ou non de fièvre. Il y a une petite fille qui s'appelle Ayana qui est dans le coma depuis plusieurs semaines. Cette petite, elle a reçu Infanrix-Hexa et Prevnar. Dans les 24 heures, elle a déclaré de la fièvre et elle a convulsé. Je demande au médecin, à Olivier Bouchard, est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que c'est une coïncidence, ce coma de cette petite Ayana? On va le laisser répondre, professeur Bouchot. Mais vous imaginez bien que je ne vais pas vous répondre, je ne connais pas le dossier. Vous me dites que je ne connais pas cette histoire, et cette histoire est désolante, quelle que soit la cause des médias. Oui, peut-être, mais moi j'ai pas beaucoup le temps de lire les médias, excusez-moi. Qu'il y ait une coïncidence avec ce vaccin est possible, qu'il y ait un lien avec le vaccin est également possible. Encore une fois,
on ne peut pas raisonner sur des histoires individuelles, on est obligé, en termes de santé publique, de raisonner de façon beaucoup plus globale. Ouais, c'est ça qui effectivement vous différencie tous. C'est que véritablement vous avez des cas comme le docteur Vercouter ou Stéphanie Donzello, vous avez vraiment des cas très précis sur des situations assez précises. Bien sûr que c'est problématique, surtout pour les familles qui les vivent. Bien sûr. On injecte un produit standard à 7 millions de personnes qui ont un système immunitaire tous différent. C'est problématique. Alors, professeur Bouchot, juste un instant. Véronique Deller, mon Dieu, je n'ai pas eu, que vous n'allez pas avoir beaucoup de temps pour parler, je suis vraiment désolé. Rédactrice en chef de Magique Maman. Je comprends bien qu'il y ait des interventions à faire. Sur votre site internet Magique Maman, est-ce qu'on s'interroge beaucoup sur la vaccination ? Bien sûr, c'est une question qui est hyper concernante pour tous les parents. Après, moi, j'aurais une perspective peut-être un petit peu moins véhémente que vos autres invités. En l'occurrence, j'ai plutôt tendance à prôner la parentalité raisonnée, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on a un calendrier vaccinal pour tous les enfants qui fait office de référence, dans le cadre duquel on a un vaccin qui est obligatoire, les autres sont recommandés. C'est aussi aux parents d'engager un dialogue avec leur médecin pour qu'ils puissent les sensibiliser sur les risques, pour qu'ils puissent éventuellement voir avec eux s'il y a des contre-indications ou pas pour leurs enfants, etc. Mais je pense qu'il faut absolument pas lancer la première pierre à la majorité des pédiatres, en l'occurrence, qui font très bien leur travail. C'est que c'est aussi aux parents de se renseigner, d'aller chercher des informations et de pas forcément remettre en doute la parole médicale. J'ai vraiment une position de maman qui est que certes évidemment il y a des risques, mais vous faites confiance, si je peux sauver mon enfant d'une maladie, pourquoi est-ce que je ne le ferais pas vacciner? On cite en effet le cas de cette petite fille qui a fait une réaction à un vaccin très très malheureuse, et j'en suis navrée pour ses parents, mais à contrario, on a eu la semaine dernière une grosse couverture médiatique autour du cas d'un petit garçon de 6 ans en Espagne qui est mort de la diphtérie parce qu'il n'avait pas été vacciné. Et moi, c'est trop rapide de dire ça, d'ailleurs. Comme je suis d'accord, mais docteur Vercouter, pardon, merci Véronique. Évidemment, c'est très rapide, mais en même temps, c'est rapide aussi que de prendre des cas particuliers ou des situations particulières et puis d'en faire une généralité en disant, voyez, comme quoi on nous ment. Il n'est pas question d'en faire une généralité, et heureusement, il y a beaucoup de gens qui, le vaccin passe bien, mais on n'a pas cité le nom, mais il y a ce qu'on appelle le système HLA. Chacun est différent. Et on sait très bien, si le système HLA était recherché, c'est un sous-groupe sanguin. C'est une étude du système lymphocytaire, de la formule lymphocytaire. Eh bien, on sait que il y a des gens qui ont un système HLA perturbé et qui vont réagir négativement. Alors pourquoi est-ce que l'État, s'il veut imposer entre guillemets la vaccination, pourquoi ne fit-il pas faire ce système HLA qui coûte, paraît-il, cher? Mais qu'est-ce que c'est? La petite Oyonnax, 4 heures après la vaccination, a fait 42 et 5 dixièmes. Évidemment, et ça sauverait des vies. Alors, on a une toute dernière partie à faire. Je voudrais simplement vous donner à chacun 1 minute pour nous dire précisément ce que vous préconisez à ces personnes qui nous écoutent et qui sont comme moi et qui sont fatiguées d'entendre tout et son contraire. Je demanderai évidemment au docteur Vercouter ce que l'on doit faire. Les parents qui sont inquiets, qui partent en vacances ou qui envoient peut-être leurs enfants en séjour de classe dans un pays étranger. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Je poserai la question à Stéphanie Donzello et également au professeur Bouchot. À tout de suite. Marc Leval. Le Mac de l'après-midi. Sud Radio. Dernière partie sur la vaccination. Mon Dieu, qu'on aurait pu faire 1 heure supplémentaire parce que j'avais des tas d'autres questions à poser. Mais voilà, on a 1 minute. Vous avez 1 minute chacun et je voudrais vraiment qu'on respecte ces timings pour que vous puissiez nous donner votre avis au Neurodame. Stéphanie Donzello, présidente de l'association Prévention. Dites-nous, alors qu'est-ce qu'on fait avec la vaccination? Je rebondis juste sur ce que disait le docteur Marc Vercouter, il parlait de mesures de précaution. La loi, elle prévoit des tests par mesure de précaution. Monsieur Marc Vercouter, il nous propose des tests HLA. Moi, j'invite tous les médecins à pratiquer ces tests HLA avant de vacciner un enfant, à délivrer un certificat d'aptitude à la vaccination ou d'inaptitude à la vaccination, comme le prévoit la loi. Et je parle d'une grande urgence actuellement, qui vise à réduire massivement, je dis bien massivement, le nombre de victimes des vaccins. Combien il vaut ce test? Parce qu'il paraît qu'il est cher. Combien ça vaut un test comme ça?
Ah ben je sais pas, je suis curieuse de savoir. Docteur Vercouter, vous connaissez le prix de ce test? De l'ordre de quelques centaines d'euros. Oui. Enfin, si ça peut sauver des vies en même temps, c'est voilà. Tout à fait. Bon, merci infiniment Stéphanie Donzello. Professeur Bouchot, votre analyse et conclusion. Alors, juste un petit commentaire sur les tests HLA, parce qu'évidemment, ça serait séduisant de pouvoir prédire les réactions individuelles à un vaccin ou à un médicament de façon générale. Malheureusement, peut-être qu'on y viendra, mais malheureusement, actuellement, les tests HLA ne permettent absolument pas cette prédiction. On n'a pas encore fait assez de liens entre les différents sites HLA et le tel ou tel risque. Donc, pour le moment, ça n'est pas un outil. Peut-être que dans le futur, ça le sera. De façon plus globale, dans le centre de vaccination international que je dirige et en tant que président de la Société de médecine des voyages, où on a à peu près 130 centres, c'est-à-dire quasiment la totalité des centres français de vaccination internationale, où on fait donc des centaines de milliers de vaccinations tous les ans, avec un réseau, on se voit 2 fois par an, avec un réseau qui est assez dense et une liste de diffusion qui fait que tout événement anormal ou particulièrement sévère remonte automatiquement. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais je peux vous dire que c'est extrêmement rare sur l'immense majorité des personnes qu'on vaccine. Donc je voudrais quand même être globalement très rassurant pour vos auditeurs. Se faire vacciner avant de partir en voyage et de façon générale n'expose pas à des accidents massifs comme la personne dont j'ai pas mémorisé le nom, qu'elle m'en excuse, le dit, il n'y a pas d'effet secondaire massif aux vaccinations. Merci. Ça peut arriver ponctuellement et le risque zéro n'existe pas. Quand vous montez dans votre voiture le matin pour partir travailler, évidemment, vous avez 100 000 fois plus de chances d'avoir un accident grave qu'après une vaccination. Merci beaucoup, professeur Bouchot. Mot de conclusion, 1 minute, Marc Vercouter. Écoutez, c'est vrai qu'il y aurait tellement de choses à dire. Ce que les gens sachent d'abord, c'est que l'obligation vaccinale est caduque. Elle n'est pas constitutionnelle, parce que dans la Constitution, il est précisé que tout acte médical doit être précédé d'une information de façon à permettre à la personne d'apporter son consentement ou son refus. Et Madame la ministre de la Santé vient de changer un peu son fusil d'épaule en reconnaissant, il y a 5 jours de cela sur RMC, que le vaccin DTP n'était pas obligatoire. À 3 reprises, elle a dit ça. Bon, il y en a d'autres qui se sont parjurés aussi, il y a 2000 ans, à plusieurs reprises. Je voudrais dire aussi que il faut que les gens sachent 30 secondes, il y a Marc, la notion 30 secondes. de porteur sain. Oui. Or, un porteur sain, c'est quelqu'un qui est porteur de virus, dans 20-30% des cas, de virus ou de bactéries. Et on sait qu'une bactérie, quand elle meurt, au bout de quelques semaines, son bagage génétique est repris par les bactéries voisines. Et c'est pareil pour les virus. Et le docteur Mohamed Kerta, qui est le directeur adjoint du centre de référence du méningocoque à l'Institut Pasteur, avait reconnu en 2003 que face à ce constant phénomène de commutation, c'est-à-dire la bactérie, quand elle meurt, son bagage génétique est repris par les bactéries voisines. Il faut conclure, Marc. Ce qui nous fait très peur, dit-il, c'est la sélection par le vaccin de germes plus virulents et plus invasifs. Merci. Et c'est ce que l'on observe avec la rougeole maintenant, c'est ce qu'on observe avec la coqueluche, c'est ce qu'on observe avec les méningites, même si ça évolue de façon cyclique. Et ça, il faut que les gens le sachent. Merci infiniment, Marc Vercouter. Je ne sais pas si on a fait avancer le débat, mais en tout cas, vous aviez la prise de position